Ça, c'est ce que personne ne montre sur le manga nommé Jujikan no Rokunin. Le côté que personne ne met en avant sur les réseaux sociaux. C'est un manga connu que vous avez sûrement vu sur des réseaux sociaux comme TikTok, avec des edits de fou, sur de la funk, sur des vidéos motivation et je ne sais où. Mais au final, personne n'a vraiment compris l'autre signification de cette œuvre. La signification de base, le but de ce personnage, c'est la vengeance. C'est pouvoir gagner après avoir perdu. C'est venger en mémoire des personnes qu'il n'a plus. C'est détruire le mal car le mal a détruit le bien. Pourtant, au bout d'un moment, il le dit lui-même. Il a besoin de devenir le mal pour détruire le mal. Sa détermination, son obsession, son parcours, son entraînement et tout ce par quoi il passe renie le bien qu'il chérissait tant. Ce n'est pas qu'un manga qui parle un peu de shonen, de détermination, de vengeance et de détruire le mal en général, c'est un peu plus profond que tout ça. Et cette profondeur nous est montrée dès le début du manga, lorsqu'on le voit différencier deux choses, le bien et le mal. Selon lui, malgré la pourriture de notre monde, il y a une chose qu'il voit très clairement. La famille fait partie des personnes bonnes et ses harceleurs sont mauvais. Sa vie de tous les jours se conduit par deux choses. Il a sa vie au collège avec 5 camarades où il passe la plus grande partie de son temps, mais pas de la meilleure façon. Mannequin, prise de karaté, coups de pied, tir de pistolet, air comprimé et coups de pied à pleine vitesse, ça c'est la première impression qu'on a du groupe et d'Oruma. Enfin pas toutes. On a vu les autres membres, ils nous ont été présentés, ou quelques actes méchants, mais le pire d'entre tous, la seule personne manquante, le principal antagoniste de tout ça, celui qui voit tout comme si c'était une simple expérience, Shigoku Kyu. Là où Uruma cherche simplement à rester aux côtés du banc avec sa famille, s'amuser avec son petit frère, passer du temps avec ses parents, et en gros vivre sa vie en tant qu'adolescent et grandir, Shigoku Kyu cherche à devenir quelque chose d'un peu plus sombre et de complexe. Imaginons une personne née dans une famille aimante et accueillante, qui a la chance d'avoir des amis et qui tue simplement pour tuer. Pas pour sauver quelqu'un, pas pour soi-même, pas par amour, pas pour une raison quelconque, non. Juste pour tuer. C'est ce genre de personne que Shigoku Kyu cherche à devenir. C'est pour ça que par la suite, jusqu'à ce que Uruma se brise, elle continuera à le faire subir toutes sortes de tortures mentales différentes. Plus le temps passe, plus l'expérience avance, plus le sujet A, le surnom qu'elle le donne, a l'air de se rapprocher du suicide. Dont 2 fois où il s'en est rapproché mais a été réconforté par son petit frère et son grand-père, dont on entendra parler plus tard. Mais pour l'instant, tout se passe comme Shigoku Kyu le veut. Jusqu'au jour où, bizarrement, Uruma ne vient plus à l'école. Donc l'expérimentation est peut-être finie, le bien a conquis le mal par la fuite peut-être. C'est vrai que selon Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre, la fuite est parfois le meilleur moyen de gagner la guerre. Mais ça c'est seulement dans le cas où tu comptes revenir avec un plan. Le problème c'est qu'ici, Uruma n'est pas revenu du tout. Uruma a tout simplement pris la fuite, autrement dit, le sujet a abandonné le test, ce qui est impardonnable pour Shigoku. Alors un jour, alors qu'Uruma sortait pour faire des courses rapides, les anciens camarades qu'on a vus au début l'appellent, le passent un téléphone et on entend simplement quitter l'expérience est impardonnable, tu sais. Ça équivaut à une trahison, et pour une trahison il faut un châtiment. Alors c'est ce qu'il se passe par la suite. Les seuls survivants de cet accident, c'est son petit frère qui est maintenant dans un coma. Maintenant, plus de parents, plus de maison, plus de petits frères, et même plus de bonté dans ce monde. Seul le mal existe. Alors il se demande si la seule chose qui lui reste à faire, ce serait mourir aussi. Si lui aussi, il devrait passer dans l'au-delà. Mais heureusement, il se fait directement arrêter par son oncle, lui demandant si Uruma accepterait de loger chez eux, vu qu'il n'a plus d'endroit où rester à présent. Pourtant, lui n'a pas la même réflexion. Il a un endroit où rester. Alors il s'y rend. Au final, il n'aura pas abandonné le combat si vite, il lui reste encore une dernière carte à jouer. Ce jour-là, justement, il pleuvait. Il y avait un orage. Il va dans le garage, mais il arme, parce qu'avec ça, il va enfin pouvoir contre-attaquer. Mais juste avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il tombe sur un portrait accroché sur le mur. On y voit une bande d'hommes avec des vêtements de l'armée et un nom. Le corps d'armée de Kitayama. Soudainement, c'est son grand-père qui apparaît. Il essaye de prendre l'arme des mains d'Uruma, mais au même moment, il apprend que ce n'était pas qu'un accident. C'était un coup organisé. Son oncle rationnel lui propose d'aller voir la police, mais non, ce n'est pas possible. Pour la première fois, sous les yeux de son oncle, sous nos yeux, après qu'on ait vu un petit laisser le mal le ranger, car il avait le bien de l'autre côté de la sphère, cette fois, on voit qu'il est prêt à tout pour éradiquer le mal. Il est prêt à tout pour avoir sa vengeance, sauf que c'est pas grâce à une arme qu'il aura sa vengeance. Il se fera attraper par la police en moins de 5 minutes, si son papy était à sa place, il utiliserait un couteau. Mais même à ce moment-là, il sait qu'il est le mieux placé, pour dire qu'Uruma sera simplement rangé par la culpabilité. Et il est où le frisson dans tout ça si c'est pour continuer à être hanté après? Nulle part, juste inexistant. Son oncle nous révèle qu'il
qu'il vient du corps d'armée Kitayama, une unité de service japonais établie pendant la Seconde Guerre mondiale, où plusieurs façons d'enlever une vie ont été implantées en lui. Et ça a servi avant, et ça servira tout autant maintenant. Parce qu'après ce jour précis, il s'engage à l'entraîner pour qu'il puisse assouvir sa vengeance de la meilleure des façons. Et là, on n'a plus aucune nouvelle de ce qu'il est devenu. 4 ans plus tard, Uruma est toujours sûr d'une chose. Dans ce monde pourri, il y voit une chose claire. Il était une personne qui ne savait pas où se situer. Mais il savait une chose. Il y avait le bien et le mal. Lui maintenant, il est devenu quelque chose de déterminé. Et c'est de là que vient le typiquement shonen et détermination de cette histoire. À partir de ce moment, nous avons un héros qui a subi une tragédie, mais qui a maintenant la détermination nécessaire pour atteindre son objectif. L'aide d'une seule personne, d'une chose ou d'un souvenir lié à quelqu'un. En général, c'est ce qui se passe dans tous les shonen qu'on voit. Goku qui survit à la destruction de sa planète grâce à ses parents, Izuku Midoriya qui peut devenir un héros grâce au pouvoir d'All Might, Itadori, Naruto, Tanjiro, enfin bref, pour tout le monde, c'est comme ça que ça se passe. Le protagoniste a besoin d'un boost au départ pour arriver à son objectif, et à partir du moment où il a ce boost, il peut atteindre son objectif, et il l'atteindra quoi qu'il en coûte. Il traversera des épreuves, sera challengé, sera enlevé de tout espoir qu'il contient, ou que les autres lui donnaient, mais il devra aussi se relever parce qu'il a quelque chose à atteindre. Mais derrière chacune de toutes ces différentes histoires, on peut toujours en tirer une leçon. Par l'œuvre sur Naruto, Dragon Ball, Bleach, ou même un peu plus sombre avec The Boys, Snowfall, Tokyo Ghoul, Vinland Saga, etc. Parce que chacune de leurs aventures à eux et leur détermination les ont amenés à un endroit précis. Ça peut être le regret, la solitude, la joie, le bonheur, mais en tout cas, pour l'histoire d'Uruma, il en est très loin de ces choses, mais en même temps très proche. Derrière la détermination d'Uruma, ce n'est pas un simple désir de vengeance, un désir meurtri pour ensuite regretter ces choses. Non, nous ne sommes pas dans Vinland Saga. Là où dans Vinland Saga c'est je n'ai pas d'ennemis, les personnes que j'ai tuées seront les ténèbres vides que je porterai toute ma vie. Dans Jujika no Rokunin, c'est la mort, la force, la vengeance contre le mal. C'est l'être déterminé qui veut éradiquer le mal car il a éradiqué le bien. Et c'est pour ça que quelles que soient les personnes qui seront sur son chemin, quelles que soient les personnes qui veulent son bien, qui sont innocents, qui font partie du côté du bien, si elles osent se mettre en travers de son chemin, sa détermination servira à pulvériser l'obstacle qu'il représente pour lui. C'est là où ça devient intéressant, parce que ce n'est pas à savoir comment est-ce qu'il va se venger, mais à quel point sa détermination de vengeance va l'amener à se détruire lui-même ou détruire les autres pour ce désir de vengeance. À quel point il va s'engouffrer dans les ténèbres ou est-ce qu'il va pouvoir reprendre une vie normale après ça? Comment est-ce que son frère le verra? Comment va-t-il reprendre sa vie? Est-ce qu'il va reprendre sa vie? Et est-ce qu'un jour, il pourra se voir du côté du bien? Ou répondra tout simplement aux attentes de Shigoku et fera partie du mal et mourra en tant que le mal à la fin du manga. Surtout, la plus grosse intrigue, est-ce que sa détermination gardera toujours le contrôle sur sa morale ou pas? C'est ça, Jujika no Rokunin. Et ça, c'est Uruma après 4 ans. Globalement, c'est un élève plutôt normal en cours, un peu je m'en foutiste et timide sur les bords. Mais ça, c'est ce qu'il montre aux autres. Et c'est ce qu'on nous montre sur lui au début. Parce que petit à petit, on commence à voir sa vraie personnalité, telle qu'il cache à tout le monde. Et le moment où on nous révèle un peu plus sur ce qu'il est devenu, c'est à ce moment-là. Maintenant, on apprend comment fonctionne réellement sa morale. Après qu'il se soit prouvé à lui-même et à son papy qu'il peut enfin tuer sans être rempli de regrets, on apprend qu'il a fait une promesse à son grand-père. Laisser ceux qui ont changé vivre leur vie. Mais pourquoi? Si je reprends les paroles de son grand-père, les êtres humains ont une conscience et ont parfois besoin de temps pour changer. Seuls les êtres humains peuvent se rendre compte des actes qu'ils ont faits et les corriger. Seulement, si rien n'a changé chez eux, ce ne sont pas des êtres humains. Et ils peuvent ainsi être écorchés, tués, torturés pour apprendre ce qu'est la vraie souffrance. Et ça, c'est justement ce qu'Uruma espère. Qu'il n'ait pas changé d'un poil après ces 4 longues années. Et c'est à partir de ce moment-là que la chasse commence. Après ce moment, c'est là que tout prend une toute autre envergure dans le manga. Parce que tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. À vrai dire, rien ne s'est passé comme prévu. Chantage, amitié, sauvetage, kidnapping, viol, famille brisée, harcèlement, encore viol, complot, innocent impliqué, manipulation. Dans la poursuite de chaque harceleur, on voit la personnalité et les manigances de chacun. Une personne qui joue un rôle et laisse paraître un changement avant de le piéger. Un autre était faible, petit et est resté faible maintenant et s'y prend avec malice. Ensuite, un détraqué sexuel qui n'a fait qu'empirer au fur et à mesure. Un mec qui ne jure que par la force en apparence mais qui empiète sur les faibles. Mais bref, en finalité, le temps n'a fait qu'aider le mal à se renforcer. Tant malgré le fait que le mal se renforce en eux, ça n'a pas empêché à Uruma de détruire chacun des 4 sur 5 harceleurs grâce à tout ce qu'il a appris. Chacun d'eux n'avait aucunement changé. Chacun d'eux était toujours
toujours possédés par le mal comme Uruma le disait si bien. Chacun d'eux faisait toujours souffrir les autres. Chacun d'eux devait apprendre la vraie souffrance. Et c'est ce qu'il a réussi à faire pour les 4 premiers harceleurs. Brutalement, honteusement, seul et trahi. C'est comme ça que chacun d'eux sont morts. Jusque-là, il a réussi au simple prix de quelques dommages collatéraux. Et maintenant, chacune des vengeances qu'il a pu accomplir a rendu mémoire à sa famille. C'est vrai. Mais chaque vengeance qu'il a pu accomplir a aussi brisé sa psychologie, comme la psychologie d'autres personnes. Que ce soit utiliser la souffrance des autres pour les rallier à son côté, utiliser des personnes innocentes comme Appa, impliquer des personnes innocentes dans sa tirade, tuer des personnes innocentes pour ne pas mettre sa vengeance en péril, petit à petit, en ayant un regard extérieur de tout ça, on voit lentement, doucement, que sa détermination l'amène juste à devenir exactement comme ses ennemis et à être aussi vide qu'eux. Et quant à sa perspective qu'il avait au début, elle a juste été brisée. Il n'était plus le simple jeune homme qui était déterminé et qui savait que le bien et le mal existaient, ça, il s'en était convaincu. Maintenant, il est exactement comme eux. Sauf qu'il est encore trop tard pour s'arrêter. Il lui reste encore une personne. Le mal en personne, l'antagoniste de cette histoire, le marionnettiste de cette tragédie, Shigoku Kyu. Et vu qu'il est devenu le mal, alors autant utiliser sa détermination et sa malice pour détruire le mal par le mal. Quel que soit le nombre de personnes, malgré tout ce qu'il se soit passé avant, il le fera. Il tuera cette personne, quoi qu'il en coûte. Et c'est là que nous revenons juste après qu'il ait fini de tuer les 4 premiers. Entre toutes ces choses, beaucoup d'événements se sont passés. Certains ont un petit impact et d'autres un peu plus. Il y a des personnes qui l'aiment à nouveau, des crushs, des amis, de nouveaux ennemis, des personnes souhaitant se venger après que leur vie ont été ruinées simplement à cause du fait qu'ils connaissaient Uruma, mais plus important, il a eu droit au retour de quelqu'un qui lui était très cher. J'en ai parlé au début, mais j'en ai un peu moins parlé au cours de cette histoire, c'est son petit frère. Et là où pour lui, comme pour les lecteurs, ça pourrait paraître comme une bonne nouvelle au début, bah forcément ça ne l'était pas. C'était même la pire chose qu'il pouvait arriver. Parce que jusque-là, Uruma n'avait personne à protéger activement à part lui-même. Mais maintenant, il a son petit frère. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, Shigoku peut agir et mettre Uruma à mal. Et est-ce que c'est juste une prédiction que je fais pour le futur du manga, etc. Non, parce qu'il a suffi que quelques jours passent. Un peu d'inattention d'Uruma pour qu'il trouve un jour, en rentrant chez lui, son grand-père disparu et son petit frère qui a disparu du lit d'hôpital juste après aussi. Avec une petite invitation au jeu de la part de Shigoku. C'est à partir de là que le drame devient encore plus sombre. Oui, ça se passe comme ça. Comme l'a dit Shigoku, qu'importe le côté, le mal, le bien, la détermination, qu'importe le statut, meurtrier, innocent, complice, mauvais, le plus important c'est celui qui gagnera. Il n'y a aucun plaisir à perdre et aucun amusement lorsqu'on perd. Et peut-être que quelque part il a raison. Parce qu'au final dans tout ça, celui qui a tout perdu, malgré sa détermination, malgré son changement, sa transformation, son évolution, c'est Uruma. Il a perdu son frère, il a perdu son grand-père, il a perdu ses nouveaux amis et sa réputation est ruinée. C'est définitivement lui qui s'est le moins amusé. Pourtant, même maintenant, lorsqu'il est en prison parce qu'il n'a rien voulu avouer et s'est laissé blâmer comme étant le tueur, il n'y a qu'une chose auquel il pense maintenant. Et vu qu'il est vraiment tout seul maintenant, il n'a absolument plus personne à ses côtés, plus d'amis, plus de famille, plus de vie normale. Seules les pensées de son échec lui viennent en tête. Seul le désespoir peut vraiment être à côté de lui. Et à ce moment-là, en se souvenant de tout ça, de toutes ces choses qui lui sont arrivées, il ne pense plus qu'à une chose: devenir plus fort, plus fort, plus fort. Et encore plus fort. Mais encore une fois, on n'aura simplement aucune réponse à cette nouvelle intrigue. C'est-à-dire, comment va-t-il se débrouiller pour devenir plus fort? Parce que juste après ces pensées, il n'y a plus rien. Il ne reste plus qu'un brouillard et on s'élance 5 ans plus tard dans la nouvelle vie d'Uruma, où il n'a pas du tout l'air comme avant. Il n'est plus seul, il est entouré. Il n'est plus empli par un désir de vengeance, il est calme et rationnel. Et ça, c'est dû à une seule chose qui aurait pu effacer un désir de vengeance aussi fort. C'est parce qu'il a perdu la mémoire. Et la raison pour laquelle il a perdu la mémoire est toujours mystérieuse à l'heure actuelle, mais il a eu la chance de tomber sur des personnes un peu similaires à lui. Des personnes qui, tout comme lui, sont isolées de la société, combattant le crime et sont prêts à tuer pour ça. Et en même temps, c'est une nouvelle période pour Uruma. Une vie certes compliquée d'un côté, mais plus besoin de mentir, plus besoin de mener une double vie, plus besoin de se cacher et de mettre un masque. Cette fois, même socialement, il est libre avec eux. Il combat quand même le crime encore, mais cette fois, c'est pas directement lui qui s'en est mis dedans, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a un peu plus de tournure que ça. Mais ce qui est sûr, c'est comment
cette fois, il n'a plus à le faire seul. Ils ont un moyen d'éradiquer directement le mal et de fil en aiguille, il retrouve l'une de ses anciennes camarades qui était en danger. Et puis un jour, grâce à un criminel qui a été endoctriné par les idées de Shigoku, parce que oui, maintenant le mec a toute une culte à lui, dans les derniers moments de cet homme, il dit son nom. Et de vagues souvenirs commencent à revenir vers Uruma. Et pour la toute première fois, devant ses nouveaux compagnons, il voit le Uruma déterminé que l'envoyait il y a quelques années de ça. Après qu'il soit mort, il y a une chose qui reste dans la tête d'Uruma. Pourquoi a-t-il eu cette réaction lorsqu'il a entendu son nom? Et qui était cette personne? Il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question, c'est son ancienne camarade. Mais même elle, au final, elle ne savait quasiment rien d'Uruma. Par contre, elle savait une chose, et c'était là où il habitait avant. Et là, juste en revoyant sa maison en ruine. Petit à petit, en revoyant son garage, doucement, il commence à s'en rappeler. Le corps Kitayama, la boîte où étaient rangées l'arme, la pluie, l'orage, son grand-père. Et maintenant, il se souvient de tout. Ses harceleurs, ses parents, l'accident, son grand-père, son petit frère et le pire de tous, Shigoku Kyu. Maintenant qu'il se souvient d'absolument tout, sa détermination est de retour. Son envie de vengeance est de retour. Et sa mission est à nouveau de retour. Il va tuer Shigoku. Et à partir de ce moment-là, toutes ses actions seront coordonnées pour ça. Il va essayer de se détacher de ses amis qu'il s'était fait, mais sans réussite, donc ils seront de la partie eux aussi. Il avancera, réussira à prendre sa vengeance sur certaines personnes qui avaient participé. Il se lie d'amitié avec d'autres personnes qui avaient des envies de vengeance, parce que forcément Uruma n'était pas le seul qui avait subi les dégâts de Shigoku, et que maintenant c'est une culte entière. Il avancera et petit à petit il ne sera plus seul. Il aura des personnes qui le considèrent comme une famille, donc qui lui seront reconnaissants, qui veulent son bien et qui le suivent parce qu'ils veulent le voir gagner. Et c'est pour ça qu'Uruma sera tout aussi reconnaissant. Mais ça ne les empêchera pas de perdre la vie pour autant. Les missions ne se passent jamais comme prévu. Certains se sacrifient, certains sont blessés, mentalement comme physiquement. Pour les compagnons d'Uruma, ce sera le cas. Et non pas qu'une seule fois, non pas qu'une seule personne ou qu'une seule vie. Petit à petit, en avançant dans le manga, on verra aussi à nouveau ses ennemis passés surgir à nouveau. Et même des ennemis de son grand-père. Parce que dans le monde de ces deux personnes déterminées, seul leur objectif compte. Personne d'autre. Ils peuvent s'attacher, ils peuvent avoir des amitiés, un entourage, une famille. Mais au final, quand le moment vient de choisir entre l'objectif et le reste, c'est toujours l'objectif qui prend le dessus avant tout. C'est la voie qu'ils ont choisie. Son grand-père à travers sa vie en tant que soldat ou en tant que chasseur parce qu'il ne pouvait pas se passer de son ancienne vie, et même Uruma actuellement par son désir de vengeance qui l'oblige à tout sacrifier encore et encore. Et qu'il ait des gens ou pas, plus il avance vers son objectif, moins les chances de l'abandonner seront réalistes. Parce qu'il a beau créer de nouveaux souvenirs, de bons, de positifs, au final les souvenirs dont lui se souvient sont dans le passé et uniquement dans le passé. Et c'est seulement lorsqu'il perd un être proche qu'il réalise à ce moment seul sa vraie valeur entière et non à part entière. Lui qui pourtant chérit tant le bien et veut tuer le mal à tout prix, en fait maintenant partie, parfois mettant en danger les autres en impliquant des innocents, en sacrifiant des innocents ou même en les tuant malgré le fait qu'ils font partie du bon côté. Des gens qui tout comme ses parents et son petit frère ont essayé de vivre une vie honnête avec leur famille ou leur carrière, à poursuivre la justice, la loi en respectant les règles et pourtant exactement comme sa famille se font tuer misérablement et sans que personne ne le sache. Parce que maintenant, lui aussi fait partie de ce groupe d'individus qui détruit les autres. Parce qu'il veut absolument détruire le mal absolu. Sauf qu'au final, toute cette poursuite, ses entraînements, son évolution, la vie qu'il a menée à l'école, en se faisant des amis, des crushs, des camarades de guerre, des ennemis alliés, et globalement tout son parcours entier, l'a juste amené à être exactement la même personne que Shigoku, avec la seule différence que ce sont deux objectifs totalement différents. Parce que lui, dans ce monde où il voyait le mal et le bien très clairement, on n'a jamais vu où lui se situait entre ces deux. Ni quand il était petit, ni quand il a grandi. À aucun moment on a pu savoir s'il se considérait comme une bonne personne ou comme une mauvaise. Et je pense que c'est surtout parce que pendant tout ce temps, dans le manga, on nous l'a tout simplement montré. Ce ne sont pas les mots qui ont de l'effet, mais les actions seulement. Ce qui fait qu'Uruma voyait sa famille comme de bonnes personnes était parce que toutes leurs actions étaient faites pour protéger. Que ses parents ne voulaient pas que son papy ait une influence sur lui quand il était petit. Le fait que son petit frère le réconforte et veuille le protéger. Et même à son réveil de coma, lorsque l'une des premières choses qu'il a remarqué était le fait que son petit frère paraissait inquiet. Là où toutes les actions du groupe des 5 harceleurs, qu'ils soient petits ou grands, étaient dirigées uniquement et dans le seul but de détruire. L'un utilisait tous les moyens pour
protéger, là où l'autre utilisait tous les moyens pour détruire. Mais dans les deux cas, que ce soit bien ou mal, les deux avaient de la détermination. Et là où Ruma se situait comme quelqu'un de déterminé au début et à la moitié du manga, quelque chose me dit qu'on ne va pas tarder à savoir s'il se considère comme quelqu'un de bien ou de mauvais. On saura si sa détermination l'a amené vers le bien ou vers le mal. Mais en attendant, toutes ses actions n'ont pas du tout l'air de l'amener vers la direction qu'avaient pris ses parents et son petit frère. C'est la différence sur ce manga qui parle de détermination et de tous les autres mangas et animés qu'on a déjà vus. Que ce soit réalité, fiction, anime, série, film et tout et n'importe quoi, la détermination est quelque chose qui existe, poussée par une émotion qui est tout aussi réelle. Elle n'est pas tout le temps bonne, pas tout le temps mauvaise, elle existe, tout simplement. Et là où on nous montre habituellement qu'elle peut nous amener à faire de grandes choses, elle peut aussi nous amener à en faire de très sombres. Et ça, c'est quelque chose dont on est tous capables. On a tous la capacité de devenir le pire être sur Terre au monde, ou celui qui a le plus de bonté. Et ici, je ne dis pas ça pour te dire choisis la bonté et rejette le mauvais, parce qu'ignorer le mauvais côté en nous, c'est l'une des pires choses à faire et j'en ai déjà fait une vidéo. Non. Mais par contre, ce qui t'amènera à faire le choix qui coïncidera le plus avec toi, et uniquement toi, ce n'est pas te dire je choisis ça parce que c'est bon ou parce que ce n'est pas mauvais, et j'évite ça parce que c'est mauvais, parce qu'au final ce sera inutile et ça te mènera probablement à une vie que tu haïras. Tout ça parce que tu auras fait le choix de choisir la direction moralement correcte selon les autres. Mais ce que je conseille plutôt, et qui est probablement beaucoup plus intelligent, c'est de réfléchir. En prenant du temps, en acceptant d'être perdu parfois, en te posant des questions, en vivant des choses, des événements, en te demandant quelle est l'utilité que tu peux apporter au monde, comment tu peux mélanger le bon avec le mauvais pour être parfois bénéfique et marquer le monde entier à ta manière. Selon moi, pour l'instant, c'est la façon la plus intelligente de poursuivre son but et de s'en rapprocher, tout en évitant de faire un choix qui t'est bénéfique sur l'instant T, mais qui t'amènera au regret pour le restant de tes jours. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner, ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Tu peux aller sur le lien de la newsletter juste en bas et continue de combattre, même quand tout semble contre toi.